Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 15 mars 2022 et c'est l'épisode 267. En fait, je viens de me tromper de conducteur et j'étais en train de voir mes repères pour l'épisode 266. Voilà, je me mets à jour. Je voulais vous partager le fait que malheureusement à Shenzhen, la capitale chinoise de l'électronique de plus de 17 millions d'habitants, est à nouveau sévèrement confinée. Les productions du monde de la tech pourraient bien être à nouveau largement perturbées, notamment celles d'Apple, Samsung, on parle de DJI, d'Oppo, plein d'entreprises qui produisent là-bas à Shenzhen. À croire qu'on n'en finira jamais désolé d'utiliser ce mot, mais d'en chier. Et évidemment, à ce Covid qui n'en finit pas, évidemment, l'actualité des nouvelles technologies est aussi largement rythmée par la guerre en Ukraine. On va faire une fois de plus le point à ce sujet dans cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et masqué. Je retrouve celui qu'on ne présente plus tant son âme habite votre podcast tech favori. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Oui, salut à tous. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu continues à porter un masque ? Pour l'instant, oui, je suis même passé au FFP2. Bon très bien. Ah oui, donc tu as upgradé, tu es passé à la version 2.0, très bien. Et non, mais puis en plus c'est confortable en fait. Ah bon ? Bon, on pourrait dire que c'est pas beau, non ? Oui, je suis. Après, on s'en fout. Après, ça dépend ce qu'il y a dessous. Tu sais, des fois, ça arrange. C'est bien joué. Bon, et puis c'est systématiquement, comme je disais, un plaisir que de convier dans le plus confortable des fauteuils, j'espère que tu es bien installé, de notre studio virtuel, un observateur privilégié du monde de la tech, rédacteur en chef de Frandroid, c'est Manuel Castejean. Salut Manu. Salut Guillaume, et oui, effectivement, je suis très bien installé, je te remercie. C'est très confortable chez toi. Ça me fait plaisir que tu te sentes à l'aise dans notre studio. J'aurais pu vous interpeller respectivement pour vous demander si vous continuiez à porter le masque, parce que c'est un peu le sujet en ce moment dans le milieu professionnel, etc., au quotidien, puisqu'on a le droit d'abandonner le masque. Moi, j'ai vu passer l'autre jour un message qui disait tu sais que c'est plus obligatoire le masque, le port du masque, et puis quelqu'un qui répondait, c'est sur Twitter, qui répondait oui, c'est comme se laver les mains aux toilettes, c'est plus obligatoire, pourtant j'en ai pris l'habitude. Et quelque part, je pense que ça peut être un enseignement intéressant, parce qu'effectivement on est quand même sacrément encore sous le feu de ce virus. Continuez à vous protéger. Ça dépend des régions en plus, il y a des régions qui sont vraiment encore où il y a encore vraiment beaucoup de contamination, comme la mienne par exemple. Ouais, effectivement. En tout cas, on ne saura jamais que vous incitez à continuer à multiplier les gestes barrières, comme vous savez évidemment bien le faire maintenant. Et puis, un autre geste quand même bien moins important que les gestes barrières, mais qui nous fera très plaisir. Si vous voulez être certain que Tech Café continue à arriver automatiquement chaque semaine dans votre app de podcast, venez nous soutenir tout simplement sur Patreon, patreon.com/techcafé. C'est un site de financement participatif. Pas de gros montant à confier, c'est pas comme un Kickstarter sur lequel vous mettez un gros montant pour une arrivée très lointaine d'un produit. Mais dans le cas de Patreon pour Tech Café, c'est un retour immédiat en contribuant, donc avec l'équivalent d'un pourboire, on peut dire, pour chaque émission. Tous les détails sont sur patreon.com/techcafé. Merci beaucoup à vous qui participez. Et puis, on a un avis Apple Podcast de S-Bush qui dit, je cite justement, participant au financement de ce podcast avec Patreon, je ne suis jamais déçu par la qualité des sujets traités et des intervenants. Je vous encourage à écouter ce podcast qui décrypte l'actualité tech au fil des semaines avec beaucoup de pertinence mais aussi d'impertinence, comme dirait l'autre en 95. Manger des pommes. Bon, comprenne qui voudra. Je pense que, évidemment, vous aurez compris. Et je voudrais, juste avant qu'on attaque les news, faire quelques petits retours sur vos propres retours, parce qu'on a eu, alors notamment, le serial commentateur Mika, qu'on salue, qui est venu donc déposer un commentaire sur techcafé.fr. Mais c'est pas le seul retour qu'on a eu à ce sujet-là, qui réagissait donc à l'arrivée de l'iPad Air qui était équipé maintenant du M1. Il disait, Mika, j'aurais pu penser que l'iPad Air allait, comme l'iPad mini, bénéficier du processeur A15, donc en gros le processeur de la génération précédente d'Apple, et il a été agréablement surpris de voir qu'il passait sur le M1. Mais quel avantage pour l'iPad Pro désormais. C'est donc, il y a eu plein de retours de ce type qui disent pourquoi prendre le nouveau produit, pourquoi prendre les produits très haut de gamme alors que les nouveaux produits qui sortent sont plus intéressants, notamment c'est le cas pour l'iPad. Ça peut être le cas parfois de certaines gammes d'iPhone. Je crois qu'en fait tout ça c'est un cycle récurrent de gamme de produits, alors chez Apple mais aussi d'autres constructeurs, où on nous propose différentes gammes selon nos approches et en attendant d'avoir des évolutions de la gamme
Pro, donc un peu plus premium, un peu plus puissante, évidemment un peu plus cher. Il y a des itérations et les productions des appareils font que on peut profiter de produits qui ont des performances un peu plus fortes pendant des périodes telles qu'on les vit en ce moment. Donc profitons-en après tout si vous vouliez un iPad plus puissant. En même temps, on est quand même d'accord que là c'est quand même super bizarre la gamme actuellement, parce que le Mac Studio n'est pas une machine labellée Pro. Sauf que le Mac Studio, dans sa version la plus haut de gamme, elle a et les performances et le prix d'une machine professionnelle quand même. Hein. Effectivement. Pour le cas du Mac Studio, on n'est même pas sur une économie de prix. Mais je suis quand même persuadé, ça laisse augurer qu'on va avoir des changements dans les gammes, que tout ça va s'ajuster. C'est pas la première fois que ça arrive dans le cadre de l'arrivée de produits Apple. Et puis, alors toujours sur Apple, et après je vous promets, c'est terminé à ce sujet. Je voudrais juste faire un appel aux personnes qui sont extrêmement fans d'Apple. Je vous salue, je vous comprends. Je suis moi-même vraiment un amoureux des produits de cette marque. Mais alors, quand vous vous exprimez auprès de nous de manière hyper condescendante, où vous allumez parfois les avis qu'on peut propager et les relais d'annonces de produits qu'on peut faire, comme c'était le cas dans l'épisode de la semaine dernière, je vous jure, je vous incite fort à vous abstenir. Hein. Il y a rien à gagner à ça. Et en plus, le pire, c'est quand on répond de manière hyper posée et hyper structurée à des invectives, on se prend à nouveau une volée de bois vert et on peut se faire bloquer. Alors je sais, c'est des exceptions. En plus, c'est l'équation terrible de Twitter plus groupie Apple qui fait évidemment mauvais ménage. Je vous le dis, moi je suis très très utilisateur des produits Apple, je les adore, mais je pense pas tomber dans des dérives comme ça. Je sais pas, Manu, côté rédaction for Android, quand vous relayez les produits Apple, les services Apple, c'est quelque chose que vous faites très régulièrement maintenant. For Android a clairement intégré dans sa ligne éditoriale les produits de cette marque et n'est plus le vieux for Android qui ne faisait que des relais de produits Android. Est-ce que vous avez des retours comme ça de personnes qui vous invectivent parce que les prises de parole que vous avez vont pas dans le sens de ce qu'ils aimeraient voir sur Internet? Oui, totalement, mais ça en fait, c'est pas ça me rassure. C'est pas que pour Apple. Aujourd'hui, toutes les marques ont réussi, enfin toutes les grosses marques en tout cas, ont réussi à se créer une communauté de fanboys totalement lobotomisés. Et il y en a partout en fait. Voilà, donc heureusement, c'est pas la majorité, c'est les plus bruyants, mais c'est loin d'être la majorité. C'est des exceptions. Mais voilà, nous on a une petite phrase qu'on se dit souvent, c'est que tant qu'on nous dit que de toute façon on est payé par toutes les marques, c'est qu'on est payé par aucune. C'est bien vu, c'est bien vu. Écoute, on n'est pas invectivé là-dessus de notre côté et on n'en a pas souvent des retours de ce type dans le podcast. Ça reste hyper bienveillant, mais de temps en temps, on nous rappelle à l'ordre avec des retours un peu salés. Bon, allez, sans autre forme de procès et non pas de proxé. J'ai beaucoup de mal ce soir, vous l'avez senti, je pense, Guillaume et Manu, vous m'en voudrez pas. C'est le temps que je me rôde. Ça fait quelques heures que je n'ai pas parlé. Bon, bref, on va parler de la guerre en Ukraine avec plein d'actions qui tournent autour forcément de blocage des réseaux sociaux, d'actions, comme on a eu l'habitude de le relayer durant les derniers épisodes. L'histoire continue, Guillaume. Oui, on parle un petit peu de TikTok qui, dans ce conflit, incarne un petit peu l'ambiguïté chinoise, puisque d'une part, aux États-Unis, le deal avec Oracle est en train de se faire pour de bon. Alors, c'est un véritable serpent de mer, ce truc. On en a parlé je sais pas combien de fois. Je me rappelle que t'avais lâché l'affaire. Mais ouais, tu voulais même plus en entendre c'était parler. N'importe quoi. Et là, je suis obligé d'en reparler, j'en peux plus. Donald Trump, en 2020, voulait interdire TikTok. Donc, parce que son papa Biden, c'est chinois, et il voulait, il y avait des inquiétudes sur la sécurité des données des utilisateurs américains. Officieusement, en fait, Trump détestait TikTok, parce que là-dessus, les jeunes faisaient des campagnes pour le tourner en ridicule. Puis, plutôt qu'une interdiction, Trump avait ordonné que la branche américaine de TikTok soit rachetée par une grosse boîte tech. Une tech américaine, et on avait pensé à Microsoft, et la stupéfaction générale, c'est Oracle, la compagnie la plus lol du monde, qui était favori sur le candidat du rachat. Sauf que l'administration de Trump a outrepassé son autorité, parce que Biden s'est attaqué, et donc le rachat est tombé à l'eau. Pourtant, on vient d'apprendre qu'il y aura finalement un deal entre Oracle et TikTok. Plus question de rachat, c'est un partenariat, Oracle va stocker les données des Américains sur le territoire. C'est le projet Texas, comme ils l'appellent, et ça consiste en une sorte de clone de l'infrastructure de TikTok dans le cloud d'Oracle. Alors, il n'y était plus strictement forcé, mais TikTok semble vouloir apaiser l'inquiétude du nouveau gouvernement, bien conscient que les problèmes pourraient revenir très très vite. Mais Biden, ça n'a pas du tout envie de lâcher le marché américain, donc il se montre conciliant, même si son action concerne que la géographie du stockage et en aucun cas la manière dont il pilote la plateforme. Conciliant, il est aussi de l'autre côté du monde, en Russie, où il coupe tous les Russes des vidéos étrangères. Donc en fait, il n'y a plus aucun contenu occidental qui est accessible aux machines qui ont des IP russes.
Donc la semaine dernière, je disais que TikTok suspendait la publication de nouvelles vidéos. Désormais, il filtre tous les contenus et de fait, il devient porte-voix pour le Kremlin. La propagande russe peut inonder TikTok sans rien en face. Alors, c'est dramatique parce que Twitter et Facebook sont coupés. Mark Bernstein, un des principaux contributeurs russes de Wikipédia, a été doxé sur Telegram et il a été arrêté en Biélorussie. Instagram a fermé dimanche soir. Twitter est allé jusqu'à ouvrir un service Tor via un navigateur compatible Tor, donc vous pouvez accéder à Twitter via un site en Onion. Donc c'est aussi le cas de plein d'autres sites d'ailleurs. Facebook, la BBC, The Intercept, le New York Times ont aussi des sites en Onion justement exactement pour cette raison-là. Et donc selon un sondage officiel, 70% des Russes sont favorables à la guerre. Les chiffres sont forcément surestimés, c'est un sondage officiel, mais quand même, il reste probable qu'une majorité le soit effectivement. La sécurité de l'info, la circulation de l'info devient vitale, et la débrouille continue d'ailleurs pour contourner les censures. Tinder devient un outil pour contacter et discuter avec des Russes, ce que Tinder n'apprécie pas du tout d'ailleurs. Google Maps a bloqué d'ailleurs aussi les fausses reviews de resto dont je parlais la dernière fois. Et donc c'est des initiatives sur YouTube, sur Telegram, comme le site 200RF Look for Yours, où on trouve des photos très graphiques de blessés, de morts, de soldats russes censés aider les familles à retrouver les corps et les identifier. L'info réussit encore à contourner, à passer au travers, mais c'est de plus en plus difficile. Ouais, ce qui est Manu, déjà peut-être ton regard, parce que c'est la première fois que tu prends la parole depuis quelques épisodes maintenant. On n'avait pas eu le plaisir de t'avoir à nos côtés. Évidemment, ces événements nous occupent beaucoup. On parle beaucoup des implications de la tech avec la guerre en Ukraine. Bon, c'est quoi ton regard sur toutes ces actions et quel est le mouvement qui est opéré par notamment les réseaux sociaux vis-à-vis de la Russie et inversement les mouvements de la Russie vis-à-vis de ces acteurs? Moi, tout ça, je suis toujours un peu ambivalent vis-à-vis du fait de faire pression sur le peuple pour essayer d'avoir en fait un soulèvement du peuple contre Poutine. Enfin, ils ont rien demandé eux, en quelque sorte, et en fait ils se retrouvent eux entre le marteau et l'enclume. Et alors je sais pas si l'Occident est le marteau ou l'enclume, mais je trouve qu'aucun des deux est forcément très valorisant. Ouais, c'est une situation complexe de toute façon, et comme je le disais dans les autres épisodes, on n'a pas d'historique et on n'a pas de précédent sur des situations aussi extrêmes. Donc il faut observer ça avec beaucoup de pincettes. Au passage, moi, il me semblait avoir vu que WhatsApp aussi faisait l'objet de blocage désormais, comme c'était le groupe Meta. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir des confirmations à ce sujet. C'est assez flou pour moi, WhatsApp. Je pense que, à mon avis, ça va. Enfin, si c'est pas le cas, ce serait très étonnant que ce soit pas le cas, puisque de toute façon, la fermeture d'Instagram, en fait, fait suite à la décision de Meta d'accepter les messages d'appel à la violence et au meurtre. Alors, ceux de Poutine et de Loukachenko, ceux aussi des soldats russes qui envahissent l'Ukraine, mais parce que Meta en fait s'explique, il s'explique là-dessus, il dit qu'il s'adapte au contexte. C'est strictement celui de l'invasion de l'Ukraine, c'est-à-dire que les messages violents à l'encontre des soldats russes et pas des prisonniers seraient tolérés pour les utilisateurs qui sont en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays de l'Est, comme la Slovaquie, les pays baltes, etc. Ça concerne uniquement le contexte militaire. En aucun cas, Meta n'autorise d'appel à la haine à l'encontre des civils russes. Mais il tolère ça, il tolère même la glorification des milices nationalistes de l'Est qui combattent dans le Donbass. Évidemment, c'est un sujet extrêmement délicat pour Meta. Voilà, en même temps, c'est sûr que dans un pays en guerre ouverte et très meurtrière, est-ce que ça a du sens de rejeter les messages qui parlent de tuer un soldat ennemi ? La question est hyper complexe et on peut pas s'empêcher d'avoir effectivement des réactions mesurées à ce sujet, ça c'est clair. Un petit mot aussi sur Instagram, où j'ai vu passer des retours d'influenceuses et d'influenceurs probablement, même si je les ai pas remarqués, plutôt d'influenceuses sur Instagram qui s'expriment sur le désarroi énorme que c'est pour elles de se faire bloquer Instagram, ou d'ailleurs il y a des incitations financières à venir les suivre sur Telegram à la place d'Instagram, qui est une espèce de base arrière de repli, mais de seconde zone. J'imagine que quand on utilise Instagram, on doit se retrouver un petit peu perdu avec un Telegram. Et j'imagine que ça doit être des situations, même pour des professionnels, des influenceurs, qui est assez désarçonnant, quoi. C'est des personnes qui finalement ont rien demandé et qui sont d'ailleurs peut-être même pour une bonne partie contre les actions militaires en Ukraine, contre la guerre, et du coup se retrouvent impactés à leur niveau. Bon. Mais pas que les influenceurs d'ailleurs, puisqu'il y a aussi en fait
tous les enfin les restaurants ou ce genre de effectivement. d'entreprises qui passent par Facebook pour faire leur communication, pour parler, pour faire de la pub, et que enfin c'est des réseaux qui sont vraiment très importants pour eux et pour leur survie. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en plus c'est souvent qu'on a à l'esprit les propos à l'époque Facebook, qui s'exprimaient contre les blocages publicitaires, notamment d'Apple, en disant que ça allait mettre à mal des professionnels, des petits artisans, des petits commerçants qui utilisent les services de Facebook, d'Instagram pour leur activité. Et on pouvait pas s'empêcher de considérer ça comme étant des espèces de faux arguments tordus pour sensibiliser l'opinion du grand public, des professionnels, des décideurs au sujet de ces blocages, et quelque part de créer des mouvements de protestation. Mais le problème, c'est que ça reste vrai. Comme tu le dis, Manu, je pense qu'il y a plein de professionnels qui aujourd'hui s'appuient sur des services comme Facebook, comme Instagram pour leur commerce. Alors, ce qu'on pourrait leur rétorquer, c'est est-ce que c'était pas un petit peu dangereux de mettre tous ces œufs dans le même panier avec des services qui ferment autant les interactions, et où vous n'avez pas d'autres moyens de communiquer avec des clients et de mettre en avant vos produits et vos services. Je pense que c'est pas si facile que ça non plus, quoi. C'est toujours la question qu'il faut se poser, en fait. C'est que, enfin, typiquement aujourd'hui, si t'as envie de faire de la vidéo, tu peux pas être ailleurs que sur YouTube. On va te dire, bah oui, bah tu peux aller sur Peertube, oui, mais ok, mais il y a personne en fait. Donc si t'as envie de toucher du monde, si t'as envie d'avoir une audience, si t'as envie de monnayer une audience, t'es obligé d'être sur YouTube. Et en fait, là, c'est un petit peu le même problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux toucher une très large population, bah Facebook et Google sont quand même aujourd'hui des portes qui sont impossibles à bypass. Donc c'est très très difficile de faire sans aujourd'hui. Et puis c'est d'autant plus vrai, t'as raison, ton exemple est hyper parlant pour la vidéo. Alors la distribution et la mise en avant de produits, on pourrait imaginer, bon, il y a les sites web, etc. Mais t'as raison, la vidéo est à mon avis très représentatif de à quel point c'est compliqué de se passer de YouTube par exemple. Et puis bah j'imagine que in fine ça peut promouvoir à long terme les usages de services qui sont bien estampillés par les politiques dans le pays. Enfin, on peut avoir en tête l'image des services qu'il peut y avoir dans la Chine par exemple, où évidemment les réseaux sociaux qui sont très validés par le parti chinois sont utilisés largement par les professionnels pour le coup, mais eux pour le coup ils n'ont pas le choix, mais ils savent que ces outils-là pour le coup ils n'ont pas le choix, quoi. Bon, un autre sujet qu'on va prendre avec des pincettes, c'est celui du fact-checking, parce qu'évidemment c'est la guerre de l'information, mais surtout de la désinformation. Et Guillaume, on ne perd pas une miette de cette guerre qui continue à se dérouler sous nos yeux. On monte encore même d'un niveau en fait dans l'infox avec le faux fact-checking. Ça va loin, ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. On sait que les Russes hurlent partout que les photos et les vidéos qui montrent des destructions sont des fakes. Et ils savent de quoi ils parlent, puisqu'il y a un séparatiste pro-russe qui a entrepris de montrer une vidéo ukrainienne qui était censée circuler sur les réseaux sociaux était un fake. Donc c'est une vidéo qui montre une explosion en pleine ville de Kharkiv, alors montrée comme telle en tout cas. Le gars explique ensuite qu'il s'agit en fait de l'explosion d'un dépôt de munitions qu'il s'agit de 2017, et donc qui s'est passé en 2017, et donc les Ukrainiens mentent. Bon, sauf que cette vidéo ne circule pas vraiment sur les réseaux sociaux, le gars a créé le fake lui-même. Donc il explique que c'est le fake qu'il vient de créer, il prétend qu'il circule, sauf que non. Donc la vidéo de fact-checking est donc lui-même un fake d'un nouveau genre, puisque, en effet, elle a raison, le mec a raison, cette vidéo qu'il examine, c'est bien un fake. Mais c'est un fake créé dans la foulée, uniquement destiné à semer le doute sur les vraies vidéos virales. Il y a donc Clemson University et ProPublica qui ont trouvé plus d'une douzaine de ce type de vidéos, de ce genre de vidéos, qui ont été largement partagées, parfois même dans des médias officiels. Donc on est en degré supérieur de désinformation. C'est une sorte de contre-mesure en fait, et destinée à semer le doute sur tout contenu issu de l'Ouest, tout simplement. Alors le gouvernement protège de plus en plus soigneusement le peuple russe de toute exposition aux mensonges de l'Ouest, mais c'est pas suffisant. Les vidéos sont destinées à les vacciner, en quelque sorte, de toute exposition accidentelle et malencontreuse. C'est préoccupant, très préoccupant. Alors la seule lueur d'espoir, c'est que, moi que je vois dans cette catastrophe, c'est que si Poutine exerce un contrôle et une influence de plus en plus forte, voire violente sur sa population, il a sans doute perdu l'influence qu'il avait patiemment construite dans les pays occidentaux. Donc depuis une dizaine d'années, on sait que Poutine s'immisce plus ou moins incognito dans notre opinion, que ce soit directement via RT, ou via les médias plus ou moins sympathisants, que ce soit via l'anti-américanisme de certains, l'admiration de certains politiques en Europe ou ailleurs, que ce soit en sous-marin via des fermes de trolls, des conspirations farfelues, des campagnes de pub Facebook.
dont on sait qu'elles ont contribué au moins à l'élection de Donald Trump, Poutine avait tissé un réseau d'influence occulte, ou pas très occulte, un réseau qui avait pris du temps et des moyens à établir, et un réseau qui s'est effondré en quelques jours. Parce que désormais, voilà, RT et Sputnik sont coupés, et la Russie elle-même s'est établie elle-même comme une menace pour l'Occident, comme un ennemi de la démocratie, qui est encore du côté de Poutine, qui est encore admiratif. Donc il y a bien Donald Trump, mais bon, c'est Donald Trump. Lui, il voit du génie dans cette guerre. Donc ce mec est devenu son propre Muppet, quoi. Admiratif, ouais. Au passage, ce qui m'étonne, Guillaume, sur les relais de ces fake debunks qu'on peut trouver de la part de la Russie, c'est de voir qu'il y a des tweets qui circulent avec ces vidéos et en fait, tout simplement, elle devrait être signalée massivement. Elle devrait être, pour moi, c'est compliqué de la part de Twitter que de les laisser finalement. Il y a même pas de bandeau d'avertissement et je m'étonne un petit peu là encore une fois de la réaction de Twitter à ce sujet. J'ai l'impression qu'ils sont quand même largement débordés, non, par la modération. J'imagine, oui, ou alors ils sont pas au courant de tout. Enfin, c'est toujours difficile en temps de guerre, mais c'est vrai que ça devient crucial, quoi, de signaler ce genre de truc. Ouais, on continue du coup dans le relais de cette guerre avec les interventions qui peuvent être menées. Guillaume, quelles sont les actions qui peuvent être justement menées sur le plan technique? Est-ce qu'on peut concrètement amener à déconnecter des services en ligne? Oui, alors oui, c'est ce qu'avait proposé. Oui, c'est ce que. Alors l'Ukraine voulait ça. Il voulait que l'ICANN vire le top nom de domaine RU. Bon, ça a été l'ICANN, on le rappelle, c'est l'association qui gère à l'international, en gros, le dispositif global des noms de domaine. Voilà, je fais relativement simple, mais c'est ce qui permet de relier un nom de domaine, associé évidemment à un certificat de sécurité maintenant pour presque tous les sites, vers les pages web en tant que telles. Voilà, c'est ça, ils avaient demandé la coupure globale du RU et ça a été rejeté. Mais il y a quand même des signataires d'une lettre ouverte qui estiment que des mesures doivent être prises. Donc cette lettre ouverte a été écrite par l'ancien directeur de l'ICANN, des parlementaires européens et quelques autres, et ils appellent à des coupures ciblées en fait, via l'infrastructure des noms de domaine et de l'adressage. Donc voilà, c'est un peu le boulot de l'ICANN, effectivement. Donc, c'est un mécanisme de consensus quand même qui devra être mis en place pour décider d'une liste noire d'IP au niveau international. Encore une question délicate. Donc voilà, c'est pour essayer de bloquer les trucs. Parce que c'est vrai que je voulais aussi revenir sur la semaine dernière, j'avais parlé du retrait de Cogent, bon je sais plus exactement, de Russie. Parce que depuis, Lumen aussi est parti. Et Lumen, c'est le plus gros opérateur du pays. Il véhicule une bonne partie du trafic Internet mondial, en fait. C'est un gros opérateur. Donc je m'inquiétais de la déconnexion technique. C'est ceux qui sont derrière les grosses infrastructures, les gros tuyaux pour schématiser Dorsal, Internet. comme on dit, ouais. Lumen est opérateur de Dorsal, donc c'est les plus gros tuyaux, quoi. En gros, un opérateur de Dorsal comme ça, il peut véhiculer, il n'a pas besoin de faire appel à d'autres gens pour véhiculer les données. Il les véhicule lui-même, en fait, d'un pays à l'autre, quoi. C'est vraiment un opérateur de haut niveau. Et donc, globalement, je m'inquiétais parce que Cogent est parti. Alors, Lumen, pareil, il est parti. Et donc, on s'inquiétait de la déconnexion technique progressive du pays, qui rajoute une couche à son isolation. Une isolation informationnelle. En plus de la couche de software dont on vient de parler. Donc, et d'après Thousand Eyes, qui fait des analyses réseau, pour l'instant, le trafic resterait à peu près à des niveaux normaux. En partie parce que, justement, et ça c'est un truc que j'avais pas vraiment vu arriver, c'est que Cogent, par exemple, décide d'opérer, il va arrêter d'opérer, il a décidé d'arrêter d'opérer sur le territoire russe, mais il assure quand même les interconnexions avec les FAI russes via des points d'échange qui ne sont pas sur le territoire de la Russie. Donc le trafic, en fait, peut être rerouté pour limiter l'impact. En fait, il peut mettre à jour les tables de routage pour limiter l'impact. Donc pour l'instant, il n'y a pas de coupure technique globale, ni même de ralentissement catastrophique, même s'il y a quand même des ralentissements et qu'il y a beaucoup de trafic, on va dire. Bon. Donc de ce côté-là, en fait, ça va. Après, est-ce que l'ICANN, effectivement, va décider de porter des sanctions ciblées comme ça sur le réseau? Je sais pas, c'est encore une question très délicate. Les réseaux sont-ils neutres? Doivent-ils être neutres? Voilà, vous avez 4 heures, allez-y. On n'a pas 4 heures, mais on a Manu, donc je vais lui tendre le micro pour lui demander son avis. Mais je voulais juste tenter de faire un mauvais mot en disant que d'un autre côté, si tu coupes Netflix et YouTube en Russie, peut-être que du coup tes tuyaux sont moins engorgés. Mais je me trompe peut-être, et peut-être qu'il y a plein d'autres services vidéo qui sont plus utilisés que ces services américains-là en Russie, j'en sais rien. Mais justement, une question un peu compliquée sur laquelle se positionner Manu, mais qui est celle de la neutralité un peu de ces services quelque part et de ces acteurs.
Bah justement, est-ce que tu as 4 heures? Alors, nous, on a 4 heures. Je suis pas sûr que nos auditeurs aient 4 heures. Je suis pas sûr que tu les aies non plus. C'est une question difficile. Après, c'est vrai que Internet, tel que ça a été imaginé, tel que ça a été lancé, ça a été pensé justement pour être libre et neutre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, bah non, c'est pas le cas. Mais est-ce que c'est forcément pour le moins bien? Enfin, la question aujourd'hui, elle s'est un peu déportée avec le Web 3.0 et notamment tout ce qui est paiement et crypto-monnaie, Bitcoin, etc. Et justement, l'Ukraine avait demandé à faire en sorte que le Bitcoin ne puisse plus être utilisé, les réseaux Bitcoin ne puissent plus être utilisés en Russie. Et en fait, les nombreux qui gèrent les nœuds Bitcoin et qui gèrent tout ça, en fait, on dit bah non. Le principe même de notre monnaie, c'est d'être totalement décentralisé. Donc non, on continue à proposer du Bitcoin en Russie et à permettre l'achat de Bitcoin en Russie. Pareil pour les plateformes type Binance et compagnie. Non, alors justement, si tu veux, je suis obligé de te faire remarquer que Binance a refusé, mais elle pourrait être contrainte à un moment de le faire, et qu'il y a d'autres, il y a d'autres plateformes comme Coinbase par contre qui bloquent des volets de wallets russes. Hein. Okay, en fait, le truc, si tu veux, c'est que d'un côté, le Web3 ou pas Web3, à mon avis, ça change pas des masses de trucs, en fait. Parce que oui, c'est sûr, hein, les mineurs Bitcoin, ils s'en foutent, hein, ils voient passer des trucs et ils intègrent les transactions et ça les concerne pas, ils sont neutres, on peut le dire, si tu veux, mais c'est pas le cas des plateformes. Enfin, je veux dire, de toute façon, ce qu'on est en train de constater, c'est que de toute façon, que ce soit les infrastructures réseau, les algorithmes, ou bon, tout ça, c'est des choses qui sont faites par des humains, et les humains, eux, ne sont pas neutres. C'est-à-dire, les technologies peuvent être neutres, les humains qui les opèrent, non, et les plateformes qui donnent l'accès à ces couches technologiques, non plus. C'est toujours... En tout cas, il y a très peu de cas où on a un truc direct, quoi. Par exemple, Bitcoin, j'ai déjà dit, hein, Bitcoin, il est en lui-même, il est neutre. Mais le wallet que tu utilises, c'est une boîte, c'est une entreprise. Cette entreprise, elle n'est pas neutre, elle est soumise aux lois du pays où elle est enregistrée. Et les lois du pays où elle est enregistrée, si elles lui disent, maintenant tu coupes les wallets russes, elle sera obligée de le faire, tu vois. Il n'y a pas de neutralité comme ça, complètement abstraite et complètement absolue. Hein. Je pense pas que tu puisses arriver à un truc comme ça. Personne accède au réseau Bitcoin directement. On y accède toujours via des plateformes. Et ces plateformes-là, en général, ce sont des entités qui ont qui sont des sociétés, quoi. Des sociétés physiques, des sociétés morales qui ont une responsabilité. Et d'ailleurs, tu sais, c'est justement, il y a des sociétés comme des wallets, des MetaMask ou des stockers comme Binance ou Coinbase russes. Ah bah, oui, oui, bien sûr, il y a des entreprises qui travaillent dans la crypto en Russie, oui, bien sûr. Par exemple, si on prend l'exemple de MetaMask, il me semble qu'il se base sur un Infura. Infura, c'est une boîte qui est donc américaine, je crois, et qui a décidé d'ailleurs, même de manière préemptive, je crois que j'en avais parlé, de couper des trucs, enfin de couper les IP russes. Ça, c'est un truc qui s'est fait. Je veux dire, bon, je dis pas c'est bien, c'est mal, attention, hein, c'est juste un fait que les plateformes qu'on utilise sont des sociétés qui ne sont pas exemptes de responsabilité, si tu veux. Il y a pas grand-chose qui est complètement exempt de responsabilité, qui existe comme ça, hors tout. C'est ça, même en tech. Une vue de l'esprit qu'on pourrait avoir en tout cas, c'est que si demain il y avait un acteur qui, évidemment c'est démontré que ce n'est pas le cas, mais sur lequel reposait intégralement le trafic web qui arriverait en Russie, effectivement, je pense que la question serait hyper compliquée de savoir si on doit couper ou pas couper, et encore une fois, tout dépendant l'autorité à laquelle on est soumise évidemment sur le plan politique. Ça l'illustre aussi, hein, je veux dire, enfin je sais pas, c'est vraiment un dilemme pour l'ICANN parce que c'est une proposition qui a été faite comme ça par un groupe de gens. Il a aucune raison particulière que l'ICANN se le fasse, ou ils pourraient le faire s'ils ont envie, mais ils sont absolument pas obligés. Mais ça illustre un truc qui est très clair, c'est que Internet dans notre esprit, c'est quelque chose de neutre, c'est quelque chose de bon. C'est parce qu'on a décidé que c'était comme ça, que c'était bien comme ça. Je dis pas le contraire, hein, mais
Philosophiquement, ok. Mais concrètement, Internet, c'est des routeurs, c'est des ordinateurs qui sont à des endroits, qui sont opérés par des sociétés, qui ont des nationalités et qui sont dirigés par des gens qui peuvent avoir des opinions et qui sont soumis à des lois. Et ça, si tu veux, c'est très concret en fait. Tu vois, c'est dans une certaine mesure, on voit aussi que tout ce qu'on utilise, on dit c'est le cloud. Le cloud, c'est très éthéré et c'est très vaporeux. Mais en réalité, le cloud, il est constitué de machines qui sont bien lourdes, bien grosses, dans des grosses boîtes et qui existent quelque part, quoi. Tu vois, donc il faut se méfier aussi de cette espèce d'idéalisation, peut-être. On continue en tout cas sur ces aspects avec notamment les accès aux certificats et quelque part même sur les propriétés intellectuelles, Guillaume. Oui, justement, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Enfin, sauf si je paye très cher, j'imagine. Je vais être beaucoup mieux servi que par moi-même. Mais bon. Les Occidentaux fournissent plus de certificats TLS à la Russie, par exemple. Moscou, on met en place une autorité de certification. Donc, les sites peuvent désormais demander un certificat directement au gouvernement pour sécuriser leur site en HTTPS. De même, McDonald's quitte la Russie, il n'y a qu'à reprendre les installations et faire tourner ça avec du personnel local, et puis c'est tout. Plus largement, la Russie ne protège plus la propriété intellectuelle appartenant à des nations hostiles. Bientôt, ils protégeront vraisemblablement plus les marques non plus. Donc, effectivement, n'importe qui pourrait reprendre des McDo en Russie sans l'accord de McDonald's ou nationalisé. Ouais, j'ai vu ça, c'est assez fou. Voilà, donc ils reprennent sans être inquiétés le moins du monde par la police russe, en tout cas. Alors, plus sérieusement, le piratage devient légal, que ce soit de logiciels ou de matériel. C'est plus précisément pour limiter l'impact des sanctions sur les boîtes qui ont besoin de logiciels occidentaux. T'as besoin d'un Microsoft Word ou Apple, ou d'un logiciel Apple ou Adobe. Tu vas chercher un torrent, et puis voilà, c'est pas le gouvernement qui va t'embêter avec ça. Et ça va potentiellement plus loin que ça. On peut imaginer copier des designs de puces ou des formules de médoc. C'est pas du jamais vu du tout, en fait. Par exemple, les Américains ont récupéré la formule de l'aspirine de l'allemand Bayer pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une mesure temporaire qui durera le temps de la guerre, qui, on l'espère tous, évidemment, sera court, même si on y croit de moins en moins. Le problème, c'est que même au-delà, ça va pas arranger la confiance future des boîtes occidentales qui souhaiteraient retourner dans le pays après. Mais bon. C'est compliqué, Manu, de donner encore une fois un regard avec une boule de cristal parce que tout est tellement nouveau dans nos repères. On vit des époques sans précédent, alors on est obligé d'essayer de faire un petit peu de prospective, de s'amuser avec des grands guillemets à essayer de comprendre ce qui pourrait se passer. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de voir se dessiner une Russie qui, alors évidemment sur le plan technologique, on reste dans Tech Café, mais est désormais dans un point de non-retour sur le plan de son fonctionnement, sur son plan de fonctionnement logique, son plan commercial. Ça me paraît même très compliqué, admettons que la guerre subitement, par magie, s'arrête dans 2 semaines. On a tous compris que c'était évidemment très peu probable, mais est-ce qu'il n'y a pas des points de non-retour sur le plan commercial, sur le plan technique, sur le plan juridique, auxquels on est désormais confronté ? Clairement, même pas que tech. Je pense que là, Vladimir Poutine a vraiment fait rentrer la Russie dans un nouvel âge qui, à mon avis, est pas bénéfique pour eux. Culturellement parlant, donc du coup, tu veux dire. Culturellement parlant, et pour tout le pays, que culturellement, économiquement, pour la tech, etc. Après, est-ce que eux ils vont rebondir dessus, créer une nouvelle force du pays, de nouvelles entreprises. Une force interne comme peut le faire la Chine, par exemple. Est-ce qu'ils vont faire comme la Chine, qui vont remplacer tout ça? Est-ce que justement ils vont se rapprocher de la Chine, une Chine qui a pas l'air très contre la Russie pour le moment, et qui a déjà quand même pas mal d'infrastructures. On l'a vu notamment quand l'Occident a coupé SWIFT, donc le système bancaire. La Russie s'est tournée vers la Chine pour utiliser le système bancaire chinois. Mastercard, Visa aussi, ils se tournent vers les providers cartes bancaires chinois. C'est ça. Donc, est-ce que ça va pas créer juste un énorme pôle justement un peu coupé de l'Occident qui sera là avec ses propres technologies, ses propres services et en même temps la Chine en a déjà beaucoup. Enfin, ils ont déjà remplacé tous les services que nous on peut utiliser, ils ont les leurs et en Russie pour parler juste des réseaux sociaux parce que c'est le seul que je connaisse, mais
Peut-être que c'est le cas sur d'autres services, mais ils ont aussi vContact, qui est leur équivalent de Facebook, et en fait, c'est leur réseau social principal. Enfin, ça l'était en tout cas. Je sais pas s'ils sont ça l'est toujours passés sur Instagram, sur TikTok, etc. Ça va devenir d'ailleurs le réseau social incontournable, je pense. Il y a des chances. Pas désormais forcément. Mais oui, ce rapprochement effectivement Chine-Russie se fera nécessairement sur le plan technologique, je pense. Et enfin, j'en sais rien du tout d'ailleurs, mais ça semble effectivement tout dessiné comme direction. Et il faut garder à l'esprit, on se dit Chine-Russie, 2 pays, il faut surtout pas se leurrer avec ce type d'artifice parce qu'en pourcentage de la population mondiale, c'est évidemment énorme, d'autant que ça s'arrête pas évidemment à la Chine et à la Russie. Bon, c'est compliqué d'essayer de trop rentrer dans les détails d'une vision futuriste sur le sujet, et c'est pas toujours enthousiasmant non plus. On va quand même terminer notre tour de piste autour de ces sujets parce que on a aussi de la désinformation qui prend la forme même d'arnaque pour tirer parti un petit peu des mouvements de charité, Guillaume. Ouais, c'est juste un mot pour mentionner une enquête Numérama qui met en garde contre les arnaques à l'Ukraine. Alors, on ne veut pas vous dissuader de données, bien évidemment, mais malheureusement, il y a toujours des profiteurs pour essayer de tirer parti de toute crise sans le moindre gramme de race. Naturellement, sur Facebook, en l'occurrence, bien sûr aussi, et j'imagine pas seulement sur Facebook. Mais bon, sur Facebook, le nombre de pubs d'associations pour donner à l'Ukraine a explosé à 2900 en une semaine. Je doute pas que la majorité sont fiables, mais pas toutes. Numérama a déniché quelques exemples de pubs qui amènent à des sites louches, voire carrément mensongers. Alors, donner pour l'Ukraine, c'est bien, mais soyez très prudents pour Facebook et ailleurs. Ce sera quand même dommage que votre argent aille dans les poches d'un dropshipper asiatique qui se fait passer pour Roxana, une pauvre petite artisane ukrainienne qui vend des petits oiseaux en verre. C'est véridique. Ouais, plus que jamais, la désinformation se situe à chacun des détours de nos consultations sur le web. Donc évidemment, faites très attention. Et c'est fou parce que en plus d'être des sources d'arnaque, pure et simple, il y a aussi ce sentiment qui est distillé auprès des acteurs auprès desquels on peut avoir confiance. C'est-à-dire que à force de voir ce type d'abus, encore une fois de tentatives d'arnaque, on est encore plus amené à être sceptique envers tous les acteurs de référence qui font probablement des boulots très légitimes pour aider les populations ukrainiennes et les personnes qui sont affectées par cette guerre. On enchaîne sur une autre rubrique, alerte rouge, Guillaume. Alerte rouge, encore un petit peu d'Ukraine quand même, pour mentionner qu'il y a eu un intense travail sur la cybersécurité en Ukraine jusque dans les heures avant les débuts de la guerre en fait. L'Ukraine a eu des grosses attaques par le passé, en 2015, une grosse attaque sur son réseau électrique. En 2017, il y avait Petya, on en avait parlé évidemment, qui a quasi paralysé tout le pays, qui s'est propagé un peu partout dans le monde. Et là, les Américains, qui savaient que les Russes allaient attaquer, ont envoyé une sorte de cybercommando, alors des groupes de mecs, pour chasser les malwares qui auraient été laissés en veille un petit peu partout, prêts à se déclencher en même temps que l'offensive militaire. Donc c'est cette équipe en fait qui a débarrassé le réseau ferroviaire de Wiper, qui aurait été parfait pour empêcher les gens de fuir. Pareil pour la police frontalière, il y a un point névralgique pour l'évacuation, encore une fois pour l'évacuation des gens. Alors si on n'a pas vu de cyberattaque majeure les premiers jours du conflit, mis à part Kassat, dont on a aussi parlé, qui effectivement, on n'a pas de preuves, mais enfin bon, ça pointerait du côté est quand même, c'est sans doute aussi un petit peu grâce à ces interventions. Donc le groupe lutte toujours contre les attaques quotidiennes, souvent moins sophistiquées, comme des DDoS, contre lesquelles ils ont des solutions efficaces. En quelques dizaines de minutes, littéralement, ils avaient l'aval du gouvernement américain pour installer des contre-mesures. Il y a Microsoft qui est aussi particulièrement vigilant, qui a participé activement à la cyberdéfense et qui délivre des correctifs le plus vite possible. D'après Brad Smith, quelques heures avant le début de l'invasion, il y avait un nouveau malware qui a été détecté, le patch a été délivré en 3 heures. Faut pas baisser sa garde. Évidemment, encore hier, il y a un nouveau wiper qui a été découvert par i7, Caddy Wiper, qui efface tout ce qu'il trouve à travers un domaine Windows. Et c'est pas que l'Ukraine. Selon Entirety, une boîte de sécurité qui s'occupe du réseau d'entreprises, depuis 2400 compagnies américaines principalement, le nombre de cyberattaques aurait été multiplié par 9 depuis 15 jours. Donc ils disent que les attaques viennent de la zone Russie, mais aussi d'Iran et de Corée du Nord. Alors il y a une raison toute bête, c'est comme le rouble s'écroule, tout est plus cher, donc les pirates ont besoin de plus d'argent, mais il y a aussi des comportements revanchards. Ils donnent l'exemple de groupes qui effacent les données avant de rendre des fichiers vides aux victimes qui ont payé la rançon pour les récupérer. C'est débile, ça pourrit ta réputation en tant que groupe de ransomware, tu vois, plus personne ne va payer pour ça. Déjà qu'on ne te faisait pas beaucoup confiance, mais si en plus tu tiens pas parole... c'est ça, et il y a quelque chose de moins rationnel et de plus personnel qui se dessine. C'est inquiétant parce que ça veut dire que même des cibles non rentables ne peuvent plus se sentir à l'abri. Et par ailleurs, d'après Accenture, les criminels, les cybercriminels commencent à former des camps
selon leur alignement, pro-guerre ou pas. Il y a certains gangs qui vendent des accès à des outils uniquement à des groupes pro-Poutine, par exemple. Et dans ce contexte, les institutions financières doivent serrer les fesses parce que elles représentent un peu le bras armé de l'Ouest contre la Russie. Donc Accenture rajoute que le ciblage d'infrastructures critiques devient carrément probable. Il y a une étude de Checkpoint qui révèle que les cyberattaques auraient déjà augmenté de 14% en Europe, 17% aux US, 20% en Ukraine et seulement de 1% en Russie. Il y a donc donc en attendant, alors, il y a le CEO d'Entirety, il va carrément jusqu'à dire que la cyberguerre est déjà mondialisée en fait. Bon, en attendant, les Ukrainiens se préparent à déplacer physiquement leurs données sensibles, parce que les informations sur les citoyens qui sont stockés donc sur les serveurs du pays sont une source de données stratégique qui ne doit pas tomber entre les mains des ennemis. C'est un classique de la guerre. En temps de guerre, c'est un classique. Ça, c'est déjà. Alors, ils font leur backup comment, fois. justement? Ils font leur backup sur Google Drive, non? Non, ils font des sauvegardes qui ont déjà été transférées hors de Kiev, dans des endroits plus sûrs, mais en Ukraine, et qui désormais, ils planifient leur exfiltration hors du pays. C'est sauvegardes. Enfin, ils déplacent physiquement les trucs. Patrimoine. C'est le patrimoine numérique qui est évidemment sauvegardé. C'est vraiment une question peut-être bête, Manu, mais je pense que quand on a l'audience d'un site média comme celui de Frandroid, vous êtes sinon le premier dans le top des médias tech francophones. Est-ce que justement une période comme on la vit là actuellement est de matière à vous faire renforcer vos sécurités? Est-ce que le fait de se faire attaquer, c'est un sujet qui fait sourire ou qui est pris très au sérieux en interne? Tu peux peut-être évidemment pas tout dire, mais... c'est pas la guerre en Ukraine, en tout cas, qui nous a fait changer notre hygiène numérique. Oui. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a pas mal renforcé notre sécurité. Un truc tout bête, mais pour donner un des exemples, maintenant on oblige tous les rédacteurs, y compris rédacteurs et rédactrices, y compris les pigistes, à activer la double authentification. Okay. Voilà, juste un petit truc, mais voilà, ça fait partie des mesures de sécurité qu'on a mises en place, et en fait on a mis en place pas mal de choses pour sécuriser, à la fois côté serveur, à la fois côté back office, accès au back office, etc. Et aussi, comme tous les sites, je suppose, des protections contre le DDoS, etc. Ouais, j'imagine que ça doit quand même être un enjeu. Bon, au-delà d'être un gagne-pain, ça peut évidemment représenter des gros risques, donc j'imagine qu'il y a du boulot aussi derrière. Alors justement, tu parles des attaques DDoS, donc les attaques par déni de service qui consistent à canaliser plein de machines pour en gros saturer des accès à des sites web par exemple. Et Guillaume, ça risque peut-être même de s'empirer à l'avenir. Écoute, on parle beaucoup de DDoS en ce moment, donc DDoS pour Distributed Denial of Service, c'est-à-dire déni de service distribué. Alors le principe c'est simple, on surcharge un service en lui envoyant des grosses masses de données chaque seconde et du coup vous pouvez pas y accéder parce que le pauvre serveur se noie sous des flots de requêtes débiles qui sont envoyés en général par un réseau d'ordinateurs, d'où l'aspect distribué du délire. Alors c'est que le site web costaud pour encaisser quand même pas mal de requêtes par seconde. Si j'ai une machine, la bande passante donc de ma connexion et la puissance de cette machine vont limiter la force de mon attaque. D'où l'idée de se mettre à plusieurs, de préférence à beaucoup, donc par exemple un réseau de PC zombies, pour matraquer un site web en particulier. Donc le coût d'une telle attaque est d'autant plus important qu'elle implique un grand nombre de machines, et pendant longtemps. Et depuis quelques années, il y a une technique intéressante pour réduire drastiquement le coût des attaques DDoS, c'est l'amplification par des serveurs tiers. Donc c'est intéressant d'en parler maintenant parce qu'on parle beaucoup de DDoS, et c'est une technique qui est hyper utilisée. Une des techniques les plus anciennes, c'est d'utiliser un serveur de temps dit NTP. NTP pour Network Time Protocol. Donc un serveur de temps, il fait qu'une chose, c'est il donne l'heure et la date. Donc vous lui envoyez une requête « Coucou », il répond « C'est le 15 mars 2022 à 21h45 ». Le truc à remarquer, c'est que « Coucou », c'est plus court que « 15 mars 2022 », blablabla. C'est sûr. Donc si j'envoie une requête de 8 octets, il me renvoie en fait 468 octets de données, soit 58 fois plus. Si maintenant je maquille ma requête pour qu'elle paraisse venir d'un site web, apple.com par exemple, je peux envoyer 468 octets sur la tronche d'apple.com en envoyant moi-même uniquement 8 octets sur le serveur de temps. Donc en matraquant le serveur de temps, je matraque en ricochet apple.com, mais 58 fois plus fort. Donc en 2014, la plupart des attaques DDoS utilisaient cette technique, et depuis ce temps-là, il y a plein d'autres types de serveurs qui ont été exploités. Alors, le principe est toujours le même, on doit trouver un service exposé sur Internet qui renvoie une réponse plus longue que la demande. Des serveurs Plex qui répondent à des recherches de services, des serveurs RDP, Remote Desktop, qui renvoient des séquences de logs,
jusqu'à la palme de l'amplification, qui revenait à des serveurs Memcache Cloudflare. Parce que d'ordinaire, les serveurs Memcache sont des caches pour accélérer l'accès aux données via des sites web. Donc typiquement, une vidéo qui est demandée par un service peut être fournie par le serveur de cache et peut être retransférée du stockage central, ce qui sera plus long. Mais donc, les raccourcisseurs d'URL aussi, j'imagine. Je sais pas, c'est possible, oui, c'est tout à fait possible, mais si, ça doit être possible aussi. Enfin, en tout cas, les serveurs Memcache ont pour habitude de cracher un wagon de données, tu vois. Donc, à la moindre sollicitation, ils crachent un wagon de données, ce qui en fait des outils de choix pour amplifier les attaques DDoS. Leur potentiel est de 51 000 fois, et ils ont abouti à des attaques de l'ordre de 500 gigabits par seconde là, sur un petit serveur innocent qui a dû se sentir très très seul. Mais c'est pas le champion des amplificateurs, on a un nouveau vainqueur, ça y est, il s'appelle Mitel, avec ses services de voix sur IP. Alors c'est le service qui sont des fonctions de diagnostic et de test, un petit peu comme tout le monde. Une des fonctions, ça permet d'émettre en continu pendant 14 heures et de cracher jusqu'à 2 teraoctets de données, et voilà, envoyé avec une petite faveur au serveur de votre cœur. Tout compte fait, on arrive à une amplification de 4 milliards de fois, puisque t'envoies une petite requête, il t'envoie 2,5 teraoctets de données. Donc en gros, on n'a plus vraiment besoin de distribution, là, je veux dire, le serveur Mitel s'occupe de tout, il est quand même super sympa. Donc tout ceci n'est pas censé arriver, bien sûr. Ces serveurs ne devraient pas être exposés sur Internet, ces fonctions ne devraient pas être disponibles en externe, uniquement en interne. Mais bon, une boulette est si vite arrivée. Ouais, malheureusement, ma pauvre dame, tout n'est pas complètement suffisamment bien verrouillé, quoi. Manu, je te laisse réagir si tu veux et quand tu veux, mais on va aussi parler une fois de plus de Log4j, Guillaume. Le FBI et la CISA ont annoncé que la fameuse faille Log4j a été utilisée par des Chinois pour compromettre pas moins de 6 agences gouvernementales, la santé, l'emploi, les transports, l'agriculture, l'éducation supérieure et la justice. Donc ils se sont... ils se sont mis bien, les gars, ils sont écoutés de peinard, ils ont rien cassé, mais ils ont accédé aux fichiers des citoyens, leurs données perso, tout ça, ils ont fini, ils ont pas fini, même d'ailleurs, mendiant la boîte de cybersécurité qui témoigne des intrusions indique que même après avoir été virés, ils tentent toujours de revenir par tous les moyens. C'est jamais fini. Un jour, il y a une victoire, comme l'extradition d'un Ukrainien qui serait impliqué dans l'attaque de Kaseya, qui aurait travaillé pour Evil. Il y a même 2 victoires potentielles, puisqu'il y a aussi un Canadien qui serait extradé, accusé d'avoir utilisé NetWalker. Mais bon, il y a un autre jour, il y a les fantômes du passé qui reviennent te hanter, puisque c'est le retour de Spectre, comme les méchants de James Bond, tu vois, ils sont jamais vraiment battus. Spectre, vous en souvenez sans doute, c'est la première vulnérabilité matérielle, c'est-à-dire inhérente au fonctionnement des processeurs modernes. Depuis sa découverte en 2017, il y a plus de 5 variants qui ont été développés, et même certains qui trônent tranquilles dans un navigateur. Bon, on va pas tendre à expliquer tout Spectre. Pour faire court, ça exploite le fait que les processeurs modernes exécutent le code le plus vite possible, même s'ils n'ont pas les données disponibles, parce que la mémoire est plus lente. Donc pour ça, au lieu de se tourner les pouces et de faire des sudoku, ils exécutent le code au cas où. À un moment, les données arrivent, et s'ils ont eu raison de faire le boulot, c'est ça de prix, sinon on met tout à la poubelle et on recommence. Le problème, c'est que le boulot déjà fait laisse des traces. Il a des effets collatéraux, on peut dire. Et donc, par des moyens détournés, on peut mesurer ces effets collatéraux. Tout l'enjeu, c'est de faire en sorte de pousser le CPU à exécuter du code interdit, au cas où, et de trouver comment mesurer les traces qu'il laisse après. Parmi les trucs interdits qu'on pouvait faire avec la variante de Spectre, c'était le faire sauter une adresse mémoire. Le programme, un programme sans aucun privilège, un programme sans privilège, du tiers état, pouvait pousser le processeur à sauter dans une zone de mémoire privilégiée, noble, et exécuter le code qui s'y trouvait. Alors, les fabricants de puces ont depuis remédié à ces problèmes, en tout cas, ils croyaient. Dans le principe, les CPU modernes ne changent pas de niveau de privilège quand ils exécutent le code au cas où, mais il y a des chercheurs motivés quand même qui ont réussi à contourner les protections. C'est plus complexe. Ils utilisent et manipulent l'historique du prédicteur de branchement. En fait, le CPU ne saute plus à n'importe quelle adresse, il saute à des adresses privilégiées qu'il a déjà vues. Mais bon, il reste donc une surface d'attaque qui est réduite, mais il reste une surface d'attaque. Donc ça s'appelle la faille Spectre V2 BHI. On dirait le titre de jeu Capcom, c'est clairement c'est Street Fighter à ce niveau-là, ça affecte les processeurs ARM et Intel modernes. AMD reste affecté par BTI, c'est-à-dire Spectre V2 standard, donc traditionnel. Donc si on active la contre-mesure logicielle, ça va, mais ça coûte cher en performance. Et les premiers correctifs d'Intel contre BHI montrent une baisse assez significative aussi, malheureusement, de 35%.
Ouais, je me rappelle bien en plus quand Spectre était arrivé, où tu disais bien que c'était pas une faille, mais qu'il y en avait plusieurs et qu'on en entendrait encore longuement parler. Je pense que c'est le cas, effectivement. Il y avait déjà eu une perte de performance sur Spectre, sur le premier patch de Spectre en 2017, si je me souviens bien, non? Oui, en fait, au début, Spectre était patché en software, c'est-à-dire que c'était le système d'exploitation qui mettait des contre-mesures, et ces contre-mesures cassaient quand même pas mal les performances, sur tous les processeurs. Et ensuite, les processeurs Intel ont commencé à intégrer des correctifs hardware qui permettaient de se passer des correctifs software et donc voilà de récupérer un peu de performance. Et là, c'est rebelote en fait, puisque pour BHI, là, il faut repasser par des trucs software en attendant d'avoir des correctifs hardware, etc., etc. Le jeu du chat et de la souris continue et on en aura probablement encore d'autres. C'est illusoire de se dire que le monde des processeurs sera un jour totalement protégé de failles. Et après tout, c'est bien le sens de la recherche de les identifier et de travailler à une amélioration de la sécurité. On passe à une rubrique jeux vidéo pour clôturer ce bel épisode de Tech Café. Guillaume, il semblerait qu'il va falloir s'habituer à plusieurs générations, notamment de cartes graphiques qui pourraient continuer à coexister. Ça me fait penser à notre discussion sur les gammes de produits Apple du début, ça, non ? Ouais, enfin disons, c'est pas une totale nouveauté, et puis c'est pas non plus complètement sûr, mais Colette Kress, qui est donc CFO de Nvidia, a hasardé le fait qu'il pourrait y avoir la possibilité de conserver des gammes plus anciennes, même alors que la prochaine gamme, tu sais que la prochaine gamme Nvidia, les RTX 4000 vont bientôt sortir. Donc ils vont continuer à produire des RTX 3000, et ils vont peut-être aussi continuer à produire des RTX 2000. C'est pas complètement certain. Il y aura une opportunité, on va dire, de vendre à la fois des cartes RTX 3000 et 2000, même à l'époque où à l'époque de l'ère Ada Lovelace, c'est-à-dire l'RTX 4000. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, enfin, ça, si tu veux, c'est pas non plus complètement fou. Je veux dire, Intel aussi, ils peuvent vendre plusieurs gammes, les gammes plus anciennes, rentabilisées, etc., des divers prix. Ça, c'est pas super fou. Déjà, en plus, avec, ne serait-ce qu'avec la 1660S qui tourne sur Turing aujourd'hui et qui est sortie là, quoi. Voilà, tout à fait, ils le font déjà. Là, ils le feraient avec une génération encore antérieure, si c'est vraiment comme ça avec RTX 20, 30 et 40, là on serait vraiment sur 3 gènes. Bon, c'est pas complètement certain. Mais ce qui est intéressant dans cette rumeur, on va dire, c'est que donc pour Ada Lovelace, ils vont passer chez TSMC pour produire leurs puces. Donc ce qui serait super intéressant pour eux, et finalement pour nous, ce serait qu'ils conservent les lignes de production chez Samsung pour les RTX 3000 et peut-être 2000, et qui produisent les Ada Lovelace sur les derniers process de TSMC. Parce que, comme tout le monde est un peu surchargé, ça permettrait à Nvidia de doubler sa capacité de production, en fait, puisqu'ils n'auraient pas à se battre avec d'autres concurrents pour avoir les lignes, puisqu'en fait, c'est pas les mêmes. Donc, ils pourraient, sans se cannibaliser, produire à la fois des RTX 3000 et des RTX 4000, et effectivement, potentiellement, avoir beaucoup plus de production, et ce serait quand même une bonne nouvelle. C'est pas complètement sûr, mais ça serait cool. Ceinture et bretelles du coup. La technologie Direct Storage arrive sur PC, Guillaume ? Ouais, voilà, donc Direct Storage arrive, c'est une promesse, donc elle arrive sur Windows 11, mais aussi sur Windows 10, ça y est, donc un des premiers, si ce n'est le premier jeu sur PC à l'utiliser, ce sera Forspoken, et donc ça y est, Direct Storage, l'API Direct Storage va pouvoir être téléchargé et utilisé. On rappelle que ça remplace l'API d'accès au SSD, au disque, mais surtout au SSD. Ça permet de grouper et de paralléliser énormément les accès au SSD. Comme les SSD, ils n'ont pas de temps d'accès, en fait, puisqu'il n'y a pas de tête qui bouge. Ça permet de faire des appels, tu peux faire des appels parallèles, comme ça. Donc ça veut dire que tu peux faire énormément plus d'appels en même temps, et tout est géré par Direct Storage. T'as pas besoin de faire un appel, de vérifier, de faire un appel, de vérifier. Non, tu peux faire des trucs en bloc. Et en plus, il y a donc des API de compression, décompression par le GPU. Donc tu peux en plus augmenter la bande passante comme ça, avec la compression en temps réel, et tu peux envoyer tout ça directement dans la carte graphique pour afficher les trucs. Alors c'est exactement la technologie de la Xbox Series X, qui sera disponible donc sur les PC équipés évidemment de SSD NVMe rapide, et de Windows 11, parce que pour Windows 10, il y aura quand même le goulet d'étranglement d'une API de gestion des disques qui est un petit peu plus ancienne que sous Windows 11. Ça a été refait sous Windows 11. Néanmoins, ils auront quand même pas mal de bénéfices là-dessus.
La promesse concrète la plus facilement perceptible, c'est évidemment, j'imagine, des temps de chargement largement réduits. Des temps de chargement largement réduits, puis du streaming carrément de contenu, du streaming d'assets, c'est-à-dire tu peux, comme on disait, hein, les Xbox Series X sont capables de changer entre deux frames, c'est-à-dire à 9/60 de seconde, elles sont capables d'aller chercher des bouts de monde conséquents ou des grosses textures, ce qui permet en fait de streamer en continu le monde et donc effectivement d'avoir une mémoire vidéo effective qui est immense. Manu, je me rappelle plus ton profil de joueur, c'est quoi? C'est quelle plateforme, quel type de jeu est-ce que tu joues? Je me rappelle plus. Alors Direct Storage aussi, mais sur Xbox Series X en ce moment. Très bien. Parce que parce que j'ai pas internet. On dirait pas comme ça parce qu'on discute, mais en fait j'ai déménagé il y a pas longtemps pour tout vous dire. Oui, tu m'as fait peur. Et ça fait 2 mois en fait que je me fais balader par Orange pour avoir voilà. Donc je suis en 4G et donc c'est pas forcément évident pour télécharger des jeux et pour jouer en ligne. Voilà. Sinon j'aime bien jouer à Counter-Strike sur mon ordinateur, mais justement, je parlais de la 1660S tout à l'heure, c'est la carte graphique que j'ai avec un vieil i5 qui doit dater de 2014, donc j'ai pas un foot de guerre niveau PC. Mais il fait toujours son job pour Counter-Strike. Voilà, il fait totalement le job pour les petits jeux auxquels je le nourris, mais à côté de ça, oui, par contre ma Xbox elle tourne pas mal. Bon, alors peut-être que tu auras été moins hypé par, si tant est qu'on puisse l'être, mais je sais pas, mais par le State of Play, Guillaume, t'as fait une petite revue de ce qui a été annoncé. Une petite revue, non, mais enfin, disons, comme d'habitude, hein, il y a eu l'annonce l'annonce. Ils ont présenté plein de jeux, donc des trucs qu'on connaissait déjà, en fait, voilà, comme par exemple Ghost Warrior Tokyo, qu'on connaissait déjà, qu'on avait déjà vu, ou Stranger of Paradise, ou Forspoken, bon. Il y a eu des trucs auxquels on s'attendait pas, comme la compilation de Tortue Ninja, qui est quand même un véritable événement, et puis aussi des trucs plus rigolos, comme Exo machin, là, Exo Primal, qui est donc un jeu qui est, je sais pas, un croisement entre, c'est un croisement entre Overwatch et Ark, je sais pas, avec des dinos de partout, par centaines, enfin ça a l'air complètement délirant. Plutôt marrant au demeurant, mais bon, enfin assez délirant. Il y a aussi eu des trucs qui sont pas très spectaculaires, mais qui ont l'air quand même sympa, comme The Diofield Chronicle, Diofield, je ne sais pas où ils vont chercher ces noms sans déconner, ce qui est donc une sorte de Fire Emblem ou de Final Fantasy Tactics, plus modernisé, mais enfin qui casse pas non plus. Enfin, je veux dire, ça va pas t'as pas de casser la bouche non plus au niveau graphique, hein, c'est pas très spectaculaire, comme Valkyrie Elysium d'ailleurs, qui a l'air sympatoche à jouer, mais bon, voilà, c'est le dernier avatar de la série Valkyrie Profile, dont le niveau graphique est pas incroyable. C'est joli, sans plus. Globalement, d'ailleurs, bon, voilà, c'était pas... Est-ce que ce State of Play t'a défoncé la tête, toi, Manu? Alors non, clairement pas. Tellement que, en fait, moi j'étais en bar au moment où ça a été diffusé. J'ai commencé à le regarder le lendemain matin, vu que j'avais tous les commentaires qui me disaient ouais c'était pas ouf. Au bout de deux bandes annonces, je fais ok c'est bon. T'as lâché l'affaire. Les Tortues Ninja au passage, si je me trompe pas, c'est quoi? C'est une collection qui arrive, mais qui était historiquement, c'était des jeux qui étaient très présents chez Nintendo, non? Si je dis pas de bêtises. Ouais, mais c'est Capcom qui les produisait. C'est Capcom. Et du coup, ils ont regroupé, je sais pas, je te dirai pas. De toute façon, honnêtement, je suis pas du tout Tortue Ninja, j'ai jamais regardé, je m'en contrefous de cette série, donc j'ai aucune T'as jamais idée. vu les dessins animés? Non, jamais. Oh, arrête. Ah, je rigole pas. Non, j'ai jamais. Non, les Tortues Ninja, franchement, j'ai jamais vu. Ça m'a jamais accroché. Donc, je connais pas du tout. Avec les jeux souvent d'ailleurs bien durs. J'étais très fan des Tortues Ninja et bon, je ne suis pas adepte. Je fais comme les parents autour de l'école primaire et de l'école maternelle où j'emmène mes enfants en ce moment. C'est ouf le vivier de complotisme qu'il y a et le nombre de fois où j'entends je ne suis pas complotiste mais bon, donc je vais faire pareil. Je ne suis pas complotiste mais si tu regardes bien les couleurs des Tortues Ninja, c'est exactement les mêmes couleurs que les équipes dans Top Chef. Je dis ça, je dis rien. On va terminer. Certain que ça a un rapport, bien sûr. Parce que non, mais il y a un chef qui a changé. Ils ont changé. Il y avait Michel Saran dans la dernière saison, et maintenant il y a Glenn Giel à la place, et ils en ont profité pour changer la couleur. Et désormais, depuis cette année, les 4 couleurs sont très précisément les 4 couleurs des Tortues Ninja. Tu vas voir que l'épreuve finale, ce sera une pizza.
Mais oui, mais voilà, mais bien sûr, j'y avais pas pensé. Bien vu, Manu, excellent, je le savais. Bon, on va revenir à nos sujets tech, puisqu'en fait on a bouclé notre actu, mais on se doit quand même de vous rappeler tout simplement où vous pouvez nous retrouver à titre individuel. Écoute, à commencer par toi, déjà merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode, Manu, et puis c'est l'occasion rêvée de pouvoir rappeler aux gens qui nous écoutent où ils peuvent te retrouver. Bien sûr, on peut me retrouver sur Frandroid, que ce soit le site web, la chaîne YouTube ou sur Twitch, puisqu'on fait des lives à peu près 3 fois par semaine. Et sinon, à titre personnel, sur Twitter, @Nobunagashi, Nobunagashi. Oh, tu le fais bien. Merci beaucoup, Manu, encore une fois. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Bon, écoute, ça casse pas 3 pattes à un cafard, mais je pense que je vais probablement tester ce Diomio Chronicle, là, je sais plus comment, Diofield. Ah, ça peut dire ça. Diofield Chronicle. Ça a l'air, non, mais ça a l'air joli quand même. Ça a l'air mignon. Tu dis ça casse pas 3 pattes à un cafard et j'ai notre ami Gaëtan donc que vous entendez dans Tech Café Domotique qui nous a sorti récemment ça casse pas 4 pattes à un canard. Donc écoute, je sais pas ce qu'il y a cette expression, mais elle est plus respectée. Où va le monde ? Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur Twitter, Guillaume Vendée, sur Instagram, Guillaume Vendée, sur twitch.tv, Guillaume Vendée. Tiens, tenez-vous bien, je vais probablement diffuser du vrai jeu de rôle papier sans papier avec la plateforme Let's Roll sur Twitch. Donc si vous voulez suivre notamment des scénarios de l'appel de Cthulhu que je vais animer, abonnez-vous du coup sur Twitch et même je vais vous surprendre messieurs, même sur TikTok. Vous me retrouvez sur TikTok, Guillaume Vendée, attention, ça arrive, non pas que je vais avoir une ambition d'animation éditoriale particulièrement soutenue, mais je suis présent et je suis Manu, ce que vous diffusez chez Frandroid sur TikTok. Donc un nouveau canal à suivre en plus et on n'est pas bloqué en France, donc tout va bien. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci évidemment beaucoup de considérer le fait de soutenir Tech Café sur Patreon. Je vous rappelle l'adresse patreon.com/techcafé. En attendant, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Salut.